Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast. Je suis avec Magnus pour la deuxième partie de l'énigmatique Asylum sur l'évolution des Noirs dans le catch. Et nous avons discuté sur l'évolution des talents, sur l'évolution du catch également, entre, enfin, dès pratiquement le début du catch en lui-même jusqu'aux années 70. Et le bilan pour le moment est positif et nous en avons tiré beaucoup de bonnes choses. N'est-il pas, mon cher Magnus, moi? Oui. Oui, on a tiré pas mal de choses. On est remonté des années 1870 pour s'arrêter jusqu'à la fin des années 70. Voilà, on a passé un siècle en entier. Voilà, Voilà, en une heure. un siècle en entier. Et on voyait en fait, on a fait le parallèle à chaque fois avec l'histoire notamment américaine. Au bout d'un moment, c'est devenu. Et parce que c'est tout à fait lié, en effet. Oui. Parce que le catch est pendant un temps resté en vie, on va dire, dans le continent américain et au Japon. Donc c'est pour ça qu'on a fait le focus là-dessus et on avait évoqué cette fin d'année 70, les années 70 où c'est l'une des dernières années où la culture noire américaine est vraiment ouverte, on va dire. Ils ont commencé à battre toutes les barrières, ça commence à être optimiste. Il y a des influences que j'ai évoquées en termes de films sur les arts martiaux qui vont commencer à se répercuter dans les années 80 sur le hip-hop, mais également 80-90 sur le style de certains catcheurs. King Booker, tu n'es pas loin. Et en fait, donc on voit des choses qui sont excellentes et qui sont bien mises en place. On peut être content pour le futur, mais vous êtes déjà dans le futur et vous connaissez l'histoire. Comme on l'a évoqué, probablement à cause d'opérations un peu shady de la CIA, c'est le dernier moment de rire pour les Noirs américains. C'est-à-dire que les conditions de vie vont être un peu plus dures pour les Nord-Américains. C'est là où les ghettos vont vraiment commencer à apparaître. Là où la drogue dure va vraiment commencer à apparaître. Et ça va avoir une influence, bien évidemment, culturellement, peut-être sur un repli, sur des problèmes de gimmick qu'on va peut-être Ah oui, surtout ça, oui. qu'on va pouvoir notamment évoquer 90-2000. Ouh là là. Et en fait, oui, sur aussi les influences. On a bien parlé des influences culturelles, par exemple, le style inventé probablement par les catcheurs noirs américains, Mhm. dans leur obligation à être bon partout. Justement, ça va aussi un peu continuer là, mais on va dire qu'on va arriver vers une zone, moi j'aurais tendance à dire, de repli ou de cliché. On Une va certaine détailler, zone d'ombre, en effet. voilà, on va bien évidemment détailler tout ça avec tout l'optimisme, avec toute la bienveillance du monde. Et donc on va attaquer ces années 80. Voilà, les années 80, où il y a l'explosion de la pop culture, le câble, les gimmicks colorés, tout ça, tout le monde est joyeux. Du coup, avec également, comment dire ça, le passage du catch à un côté plus spectacle, on va dire, et qui va moins se concentrer sur le sport, surtout d'un côté, dans la promotion de Stanford au Connecticut, avec l'idée brillante d'un certain Vince McMahon Jr. Oui. Magnus, je te laisse ouvrir le bal. Je pense que tu as beaucoup de choses à dire également là-dessus, avant que je complète. Voilà, alors comme on l'avait vu, sur certaines stars qui ont eu de l'importance dans les années 70, mais qui ont pris leur retraite dans les années 80, on parle du coup, Rocky Johnson, notamment, pas mal de gens sont venus du coup dans la plus grosse fédération, qui est la World Wrestling Federation, qui vient de la WWF, puisque Vince McMahon s'est fait tout seul en changeant l'entreprise de son papa. Voilà. Ceci étant, Et en profitant ceci étant, pour récupérer également les autres territoires, voilà. voilà, il a fait la chasse au territoire et du coup il fait la chasse au talent. Et c'est vrai que pour des gars comme, c'est con, mais pour des gars comme
des gars comme Tony Atlas, des gars comme Rocky Johnson, ce type d'argent est nécessaire quand même. C'est la fin de carrière et il y a plus d'argent. Il y a plus d'argent parce que Vince McMahon, déjà, il a volé les stars des autres pour être mieux. Initialement, il a cherché rapidement à faire des deals nationaux en termes de télévision. Aussi. Mais surtout, il a vu très vite l'intérêt du câble et l'intérêt du pay-per-view. C'est pour ça que, effectivement, le pay-per-view, c'est pour ça qu'effectivement, le catch a commencé à gagner plus d'argent. C'est pas le seul, hein, la boxe également. C'est des années folles. Hein, c'est aussi des années où Wall Street commence à exploser tous les records grâce à l'informatique. Donc du coup, c'est vraiment une année où il y a de l'argent. Malheureusement, comme je dis, on a aussi de l'autre côté de la misère qui commence à se développer dans la communauté noire. Effectivement. Donc du coup, pour ces talents-là, c'était la fin, c'était le moment de choper des bons gros chèques et de choper 2-3 titres majeurs à la fin pour pouvoir simplement se mettre à l'abri. Pour Rocky Johnson, on reviendra après dans les années 90 parce qu'on aura forcément une polémique. Mais c'est aussi des années où des gens monumentaux, j'ai aucune dignité, aucune justification d'ailleurs à apporter sur ce que je dis et je n'en démordrai pas apparaissent, notamment comme Booker T et pour les femmes Jacqueline, qui aura une carrière de plus de 20 ans pour ce qui est de Galting, qui apparaissent, qui du coup font cette synthèse du se mettre à nouveau dans la droite ligne de ce qu'ont fait, leurs aînés, mais rajoutent des nouveaux éléments de pop culture pour c'est le cas de Booker T, et continue ce catch, on va dire, complet, où on joue sur tous les tableaux, parce qu'il y a cette nécessité, entre guillemets, d'être bon partout pour être pris un tant soit peu au sérieux quand on est noir. C'est ça. Et donc pour moi, oui, oui, quand même. Non, vas-y, termine. Non, donc pour moi c'est vraiment voilà, l'arrivée de ces gens-là, c'est la fin des années 80. Maintenant, effectivement, les années 80, et là, même si Vince est un génie avec WrestleMania, c'est aussi un idiot sur certains de ses gimmicks. Il a Oh failli là là. tuer il a failli tuer le catch comme on l'a tué en France. C'est comme on l'a dit, c'est devenu, initialement, on a vu, hein, on a parlé également du premier titre de champion du monde donné à un noir en Écosse en 1909, dans le podcast. Donc initialement, on était un peu dans le monde entier, et le catch, au fur et à mesure du temps, s'est réduit à peu de pays. Oui, c'est clairement centré aux États-Unis à cette époque, oui. Et un peu plus en Grande-Bretagne quand même dans les années 90. Voilà, Grande-Bretagne encore. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en France, par exemple, on l'a tué. Et je vais faire un petit aparté là-dessus, mais en France, on l'a tué parce que on a décidé de passer sur un catch complètement comique. Et donc moi, quand le catch sur les trampolines. Voilà, mais moi quand j'ai commencé à regarder du coup le catch en 2000, mon père il était en mode non mais c'est ridicule, c'est des trucs de bouffon. Parce que oui, lui quand il était gamin à la télé, il a vraiment vu que du catch comique. Le catch comique a sa place dans le catch, il a toujours eu. Oui, bien sûr, mais il s'agirait de doser, oui. Voilà, c'est le côté où on était avec du cirque, il faut rappeler, comme on l'avait Oui, c'était clairement les trucs des nains ou des mecs qui font plus du trampoline. Et comme quoi, c'est pas parce qu'il y a de la gymnastique, un peu de gymnastique aujourd'hui, enfin, par rapport à la gymnastique d'aujourd'hui que je vois chez certains catcheurs, je ne citerai pas de nom, donc c'est pas parce qu'il y en avait avant que c'est forcément bien. Mais du coup, oui, Vince McMahon a eu l'idée de faire de très mauvais gimmicks à les années 80. Je commence, Junkyard Dog. Ah non. Enfin, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Bon, moi, enfin, j'ai vu qu'un seul match de lui et du coup, bon, c'est un bon catcheur, j'en doute pas. Il a aussi catché dans les années 90. Maintenant, je ne suis pas sûr qu'il ait gardé cette gimmick. Junkyard Dog, si on doit traduire vulgairement en français, chien de décharge. Parce que dans son moveset, il y a quand même des trucs où il charge comme un chien qui attaque sa proie, en fait, en quelque sorte. Ou bien qui se cogne contre le mur, c'est comme vous voulez. Et le truc flagrant dont je me rappelle de lui, après c'est un exemple, ensuite je te laisse enchaîner. Le meilleur exemple que j'ai eu,
c'est le premier WrestleMania où il a contre Greg Valentine, où il se fait littéralement passer pour un con. Le mec, il gagne par des comptes à l'extérieur, et le mec, il célèbre. Il est content. Il ne gagne pas le titre, mais il est content. Ça, c'est. J'ai trouvé ça Alors, honteux. Ça, il a fait alors, une Lex c'est Luger honteux, avant c'est l'heure, bien en honteux. fait. C'est honteux, mais lui au moins il a pas eu un bus avec des paillettes. Ouais. Bon, il a fait en quelque sorte une Lex Luger avant l'heure, mais sans le bus. Voilà. Non, après les années 80, il me semble que c'est 80 aussi, mais c'est aussi le retour de gimmick, mais complètement improbable. Enfin, Ah les oui, les mondes sauvages, stéréotypes au les mondes maximum, sauvages oui. qui cherchaient à le coup de. Tu sais, avec le gars avec le chapeau colonial qui présente son sauvage, là. Ça aussi, c'est WWE, je sais plus qui avait ce gimmick-là. Attends, Mais Attends, est-ce que tu parles de qui exactement? C'est Kamala, ça? C'est pas 90? je me pose la question si c'est pas 80. Je me pose la question, pour le coup, je me souviens plus si c'est 80-90. Il Ah me oui, semblait de que c'était. tête, c'est 90, Kamala. Kamala aussi, je veux aussi déverser mon sel dessus, mais vas-y. Ah non, non, mais du coup, on a encore des gimmicks. Là, pour le coup, pour moi, c'est un retour en arrière. Ah oui, Mais il n'y a clairement. pas, mais il y a pas de. Bah, tu vois, Kamala, ouais, il est marqué comme ayant commencé en 78. Ah oui, d'accord. Donc du coup, ouais, 86, 87, et il revient en 92. Hmm, d'accord. Ouais, ouais, donc du coup, bah, ouais. Donc du coup, c'est pour ça que je suis en mode, non, ouais, ça me semble bien qu'il était bien dans les années 80. Mask Handler, ouais. Non, Non, pour moi, mais... voilà, pour, oui. pour moi, c'est le début c'est le début de la régression, clairement. Ah oui, clairement. Et sur certains points, et effectivement, c'est extrêmement énervant, quoi. Quand tu te dis que c'est à cette époque-là qu'on a ce genre de gimmick-là, tu vois. Hmm. Je dis pas que ça n'a pas existé avant, d'accord? Non, mais c'est surtout que les gimmicks les plus merdiques, j'ai l'impression que c'est tombé sur les noirs. Là, je vais crever l'abcès tout de suite. Kamala, clairement, c'est la honte du catch. J'ai pas peur de le dire. Ça, c'est Mais le genre clairement de aussi, truc hein. où je suis Ah, mais content de ne pas avoir connu le catch dans les années 90. Genre, je regarde ça, je zappe. Y a pas moyen, en fait. non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Pour moi, enfin voilà, c'est complètement. C'est Et honteux. non, mais c'est complètement honteux. Alors les blancs à l'époque, ils ont eu aussi pour certains des gimmicks merdiques. Hmm. Mais là, vraiment, là, celui-là, du coup, ce gimmick-là, il l'a eu ouais, de 84 à 93 visiblement, sur différentes compagnies. Oh Donc, mon dieu. non, mais En plus, c'était... Il a non, eu mais partout en plus. Oh punaise. Bon. ah non, mais t'es vraiment, enfin voilà. Donc pour moi, En voilà, fait, le truc, c'est le délire, c'est clairement Tintin au Congo, en fait. oh, mais C'est... clairement, c'est Tintin au Congo, enfin c'est n'importe quoi. Ah oui. Et c'est là où tu te dis vraiment un gars comme Vince qui laisse faire ce genre de conneries parce que ça doit le faire très rire aussi. Enfin, Euh, et là, C'est fun. Mais c'est pas fun mais, pour nous, hein. mais du coup, voilà, c'est le repli, mais c'est aussi, comme tu dis, repli culturellement, tu vois. Et pour la communauté noire, et notamment, bah, c'est comme ça qu'on a réduit bah, on va faire le classique, bah, quelque part, on va synthétiser la décennie suivante, la série Prince de Bel-Air, tu vois. Hmm. C'est vraiment, du coup, tu as un rétrécissement, mais surtout, tu as une régression dans le sens où maintenant, tu as un nouveau besoin à partir des années 80 de te justifier. Notamment peut-être à cause de ces conneries-là, tu vois. Ouais. Mais tu as un nouveau besoin de te justifier. Et pour moi, à partir de cette année-là, je dirais que ça va se justifier dans deux sens. Soit vis-à-vis de ta communauté, soit à l'extérieur en étant over the top, sans aucune raison, on va dire. Hmm. Euh, et c'est peut-être quelque chose qu'on aura à débattre un peu après. Est-ce que tu as d'autres personnes à signaler dans les années 80, Ouh d'autres là là. aspects, mis à part peut-être les débuts de la très brillante Jacqueline? J'en ai pas mal. J'en ai par exemple une autre gimmick de merde, mais bon, ça c'est plus tiré d'un film qu'autre chose. Est-ce que tu connais... oh putain, le film là, comment ça s'appelle?
Le film d'Hogan, là, qui était un navet, je sais même plus Ah comment ça oui, s'appelle. ah oui, 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 Le oui, combat moi, sur le ring ou un truc comme oui, ça. oui. Ah non, ah non, et puis, ah Bon, non, déjà, je vais dire un truc de bien, je vais dire un truc de bien là-dessus. Le film a le mérite d'être drôle. C'est déjà ça. Ensuite, non, mais le personnage serait du film un peu moins quand même. Enfin, quand tu le vois non, dans l'IRL, voilà. tu te rends compte que ce film-là est tellement mauvais que je trouve que l'apparition de Robocop c'était pour WCW, je crois, avec l'autre Warrior, était une moins mauvaise apparition de film dans un match de catch. Ah ouais, quand même, à ce point-là. Ah, le film Oui, s'appelle No Holds Barred. Voilà, j'ai retrouvé. oui, no Holds Barred, oui, qui est devenu d'ailleurs un pay-per-view derrière. Hmm. Mais oui, oui, non, 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 ce film est tellement mauvais, effectivement, que je dis que la participation de Robocop, c'était avec Stings, je crois, euh, dans un truc de CW, me paraissait moins mauvais, tu vois. Hmm. C'est même les Winter is Coming de AEW et le Rick et Morty's All Elite me Ah paraissent oui. pas du tout. Je me rends compte Ah, et c'était moins qu'ils ont mis cringy. la barre tellement basse que le moindre placement produit, même le fait de donner à un dark match le nom d'une boisson complètement fluorescente, tu vois, enfin, pour moi, ça a vraiment mis la barre la plus basse possible. Ah Et tu oui, peux quand rien même. rater derrière ça, quoi. Faut vraiment en vouloir. Ah non, 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 plus jamais, plus jamais, plus jamais. Ah oui, vraiment, plus jamais, jamais, hein. Et le réalisateur du film, de ce que j'ai compris, c'était son seul film. Donc on comprend un peu pourquoi, voilà. Enfin, ouais. Bref, le Zeus, quand tu le sors de son film, ça paraît moins drôle, hein. Là, tu vois juste un gros mec bête qui laisse, comment dire ça, Randy Savage lui gueuler dessus contre Hogan. Il dit que Zeus, tu as été le plus grand adversaire de Hogan. Tu veux lui massacrer à SummerSlam. Ouh yeah! Avec Sensational Sherry qui gueule aussi derrière. Et comment dire, comment il s'appelle? Thomas Lister Jr. Qui est là, qui fait seulement ses grimaces en mode. Mais tu te rends compte, Voilà. tu te rends compte que la Pas à son âme, hein, participation. mais c'est très bon acteur, mais le personnage, oula, c'est Ah, le compliqué. personnage n'était pas terrible. Et tu te rends compte que Hugh Jackman a une meilleure présence sur un scène sur un WWE. Alors, grâce à Miss Do, quand même, hein. Ah oui, Mais en que, plus, ouais. mais que, mais que ces gars, non, non, mais c'est là aussi, alors ça sera un autre débat, je suis sûr qu'on sera content d'avoir, toi et moi, sur comment est-ce que tu racontes une histoire, comment est-ce que tu vends un storyline. Parce que le fait de faire un film et de te dire, après, peut-être ponctuellement, je vais utiliser l'acteur qui a fait le film pour faire le personnage venir sur un ring, pour moi, n'est pas stupide. Comme je dis souvent, il n'y a pas de mauvaise idée, il y a. Enfin, si, t'en as deux, trois. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que généralement, c'est des mauvaises applications. Et Ouais, je suis d'accord là, en là-dessus. l'occurrence, Hmm. le film est mauvais de base, le personnage est mauvais de base. Enfin voilà quoi, c'est quand tu penses que The Marine mériterait un Oscar par rapport à ce film, voilà. Non mais voilà, Aïe, je suis désolé. Je suis désolé, on en arrive à un stade où vraiment c'était le plus bas pour ah limite oui, c'est faire. clairement le bas du Pourtant, bas, hein. pourtant c'est pas faute pour Roddy Piper d'avoir essayé de baisser le niveau, Ah oui, clairement. mais, mais, euh, mais Roddy Piper ça reste honnête quand même. Hmm. Mais voilà, donc du coup, oui, pour moi, bah oui, merci de me faire rappeler. Mais effectivement, pour moi, les années 80, voilà, c'est un début de repli, c'est un début de justification. Donc c'est pour ça que un tel doit venir du fin fond de la jungle. Et puis on va commencer à voir des trucs du genre un tel, en fait, il est aussi rappeur. Hmm. Et puis un tel, lui, machin, on va commencer à voir des Et trucs. surtout, on va un peu passer le majordome que j'appellerais vulgairement, bon, ça c'est Oui, seulement avec mon le avis, que ministre du j'appellerais dollar, vulgairement le nègre de ministre du dollar, maison, Virgile, voilà, Vincent, si vous Virgil, voulez, oui. voilà. On, Après, Virgil vas-y, fonctionne bien, vas-y. parce que Hmm. pour le coup, tu vois, autant Kamala, c'était raciste comme tout, Ah ça oui, sert à c'est rien. le fond du fond. Virgile, il aurait pu être de n'importe quelle couleur. Tu vois. Le principe, c'est que tu avais un gars qui fasse le boulot pour toi parce que t'es le million-dollar man, tu es un fainéant, tu vois. Donc du coup, Ah, mais je le vois quand même d'un œil bizarre, quand même, le casting mais du tu vois, Virgile.
mais tu vois, la Noël bizarre parce que la séquence la plus connue quand même du Million Dollar Man, qui est une séquence excellente, c'est quand il dit à un gamin, voilà, si tu fais, Si tu touches le ballon, tu as X si tu dollars. fais Oui. 50 dribbles, je te donne 100 dollars. Le gars il fait 3 dribbles et puis il le dégage et Voilà, effectivement il shoot dans le ballon, voilà. c'était un petit gamin noir, tu vois. Donc du coup tu te dis, ça commence à faire beaucoup. Vous avez vu le gamin qui machin est là. Mais le rôle, pour le coup, son gimmick, oui, aurait pu être mis Ah ouais, c'est à. adaptable à tout le monde, quoi. Bon, c'était Voilà, un c'est un peu peu. assimilable à Jeffrey ramène des glaçons, mais bon. Bon, De ce allez, côté-là. hmm, on zappe. Et sinon, bon, là, c'est pas les Noirs en eux-mêmes, c'est plus le racisme banalisé, je vais dire. On en parle de Roddy Piper qui performe en blackface ou on fait comme si ça n'a jamais existé? Ah. Non, Oh mais mon parce dieu. que vous nous dites, hein, allez, hein. Pas besoin Surtout que c'est de. une question d'actualité, hein. Je veux bien qu'il soit il, mais bon. Après, tu vas me dire les normes de l'époque, etc. Bon. Ah, le truc est là, c'est que tu as tes normes d'époque pour être un salaud, tu vois. Donc Hmm. du coup, effectivement, aujourd'hui, t'aurais pas besoin C'est de vrai ça pour être un qu'aujourd'hui, ça salaud. passerait pas. Du tout. Mais aujourd'hui, pour être un salaud, tu cherches à être raciste, c'est fin de ta carrière. Ouais. Même pour un gimmick à être homophobe, fin de ta carrière. Enfin, ce que fait MJF actuellement, bien que, bon, comme je dis, le type, on verra que sur la durée si c'est un grand, tu vois. Mhm. Et c'est justement parce que ce qu'il fait actuellement, il est sur le fil du rasoir. Et sa dernière promo, là, où il raconte comment est-ce qu'il a switché de place avec une fille qui se serait tuée au volant, enfin, qui l'aurait tué au volant pour dire qu'il est le gars qui fera tout pour être sur le top, tu vois. C'est méga limite. Mhm. C'est méga limite. C'est des trucs qui dans les années 90 seraient passés tranquillement puisque tu pouvais forniquer avec le cadavre de la mère d'un catcheur, Mhm. manger Le son sauveur cerveau, du catch. tu pouvais quand le Big Show pleurait la mort de son père, Oh. attacher une chaîne au cercueil et fumer. Allez. Le niveau était plutôt pas. Ah Ouais, ouais, tu pourrais. c'était vraiment trash. Oui. Mhm. Dans les années 2000, même, tu pouvais taper avec des chaises dans le dos de Lita et de Trish Stratus Oh. en étant Steve Austin et que le public continuait à t'encourager, que ton Ouais. turn in et que Mhm. ton turn in ne fonctionne pas. C'est Ah ça ouais, qui est grave. c'est fort, Alors, hein. Mhm. alors que le gars, il avait quand même eu déjà des condamnations pour violence domestique, si tu rajoutes à ça. Donc voilà, Ouais, c'est chaud. voilà. Ouais, c'est sûr, non, c'est effectivement Et, le et pour avoir. revenir sur le dernier point des années 80, donc pas les Ouais, Noirs directement, il y a quand même eu une gimmick African Dream. Et c'est pas un Noir qui le fait, en plus. Comme quoi le niveau de foutage de gueule, c'est quand même ouais. hallucinant, hein. Le niveau du potage de C'est gueule même est pas un hallucinant, mais Afro-Américain qui le fait, quoi. ce qui est pire que tout, tu vois, c'est que, et alors là, on va revenir un peu plus tôt, Mohamed Ali l'a foutu mal pour la culture noire américaine de ce côté-là, tu vois. Parce Hmm. que c'est le premier à avoir vraiment médiatisé son retour en Afrique. Il y a eu des retours en Afrique, Mais oui, c'est vrai en plus. même historiquement très tôt, puisque je vous rappelle que le Liberia a été créé par les États-Unis pour permettre aux descendants d'esclaves d'avoir leur propre pays. Mhm. Et bien évidemment, qu'est-ce qu'ont fait ces descendants d'esclaves quand ils sont arrivés sur place, ils se sont dit les Noirs sur place, en fait, vous êtes des esclaves parce que vous n'êtes pas américains. Euh, on va Ah faire une oui. maison blanche, on va faire un casse. Ils ont fait la même chose qu'ils ont subi juste avant, c'est un autre détail, tu vois. Et Mais ce ben que je veux dire, merde c'est que. alors. Non, mais c'est les pires. Vous regarderez l'histoire Bon, je du. saurais pas monétiser, je m'excuse, mais c'est chaud. Non, mais c'est chaud, mais c'est. Voilà, l'histoire du Liberia de ce côté-là. Donc, c'est pas. Il y a toujours eu un problème, et, notamment, on n'appelle pas les Noirs américains les Blacks, tu vois. En Mhm. France, il y a un Noir, on dit que t'es Black. Alors, on veut pas dire Noir, parce que maintenant c'est connoté avec raciste. Mais on dit que Ce t'es que je Black, comprends pas, mais bon. c'est juste ta couleur, tu vois. Aux États-Unis, c'est African American. Mhm. C'est genre pas un vrai Américain. T'es un Italien, on va te dire Italian American. Enfin, ça n'a aucun sens. Et le problème, c'est ça. Donc, il y a toujours eu le retour à l'Afrique, tu vois. Mais Cassius Clay et Mohamed Ali, on a fait un putain de gimmick. Pas ou non, tu vois. Et donc, ça en tourne jusqu'à la blague. Alors,
des séries d'aujourd'hui, comme par exemple The Boys l'utilise très bien avec A Train pour montrer à quel point c'est hypocrite et que c'est une blague et que ça n'a Oui, bien aucun sûr. sens, mais que quand même. Mais tu as commencé à avoir eu ça aussi dans les années 80, et effectivement. Et en fait, il y a un tas de trucs sur cette variante-là que tu vas avoir N et N fois, quoi. Jusqu'à, on verra dans les années 2010, 2020, mais Apollo Crews, c'est sympathique, garçon, mais voilà. Donc du coup, ouais, c'est vrai que le coup du... Alors, outre le fait que là, c'était un blanc qui le faisait, mais sinon, effectivement, c'est un gimmick qui va apparaître... qui est apparu grâce à Monsieur Clay, et pour le coup, je ne le remercie pas. Ok, Magnus. Donc, dès à présent, on peut transiter vers les années 90. Donc, les années 90, voilà. Bon, là, en termes de gimmicks moisis, ben, on en a eu des pelles. Et bon, de toute manière, comme d'habitude, c'est les Noirs qui prennent le plus haut grade, hein, en termes d'atrocité. Allez, je te laisse Oui. commencer. Ah ben non, mais ils prennent le pire. En plus, bien évidemment, c'est les perdants, en plus de ça, de la guerre WWE, clairement. C'est à chaque fois les guignols de l'histoire. C'est pas une bonne, pour moi, c'est pas une bonne décennie, hein. On a quand même eu, oui, on a eu Jacqueline à WWE, mais j'ai envie de te dire, on se souviendra plus d'elle dans les années 2000 Bah que oui. pour les années 90, parce que, enfin voilà, quoi, c'était franchement pas terrible. On a eu la chance d'avoir Booker T en tag, puis ensuite en solo, où il a commencé à briller à WCW, mais ça se termine. Alors qu'à la fin, on a un Triple H qui lui vole le titre avec une promo à moitié raciste en disant You Boys. En disant, non, mais c'est You Boys of WCW. Ouais, bien sûr, ouais. Ok, Daddy Triple H, je t'aime, mais voilà. Et puis, c'est vrai que c'est dans ces périodes-là où tu as les apparitions qui, pour moi, est le pire gimmick. C'est la genèse de pire gimmick à cette époque-là. On a Nation of Domination, qui est du coup le côté je reviens en Las Vegas. Nation of Domination, j'espère que... Nation of Domination était bon. Ah, voilà. Ça, c'était vraiment la lumière, la première lumière au bout du tunnel. Nation of Domination. C'était vraiment un très bon truc. Et je rajouterais d'ailleurs un truc. Nation of Domination, pour moi, c'est le premier top clan de l'histoire du catch depuis les Four Horsemen. Ça, tu ne me feras pas changer d'avis là-dessus. Complètement d'accord. C'était vraiment super clan, très sous-coté d'ailleurs. Et c'est le seul clan où les mecs, à partir du moment où le clan a connu une stabilité, malgré qu'au début, clairement, j'avais clairement pas compris. Tu vois, Farouk tout seul avec deux rappeurs blancs, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, quand ça a commencé à se stabiliser, là, c'était vraiment quelque chose. Là, en plus, c'est le premier clan qui est là, surtout pour éduquer. Et pas seulement pour divertir ou faire les méchants pour faire les méchants. C'est vraiment apporter une force digne en hommage au Black Panther ou à la Nation of Islam de Malcolm X, etc. Et surtout où les 4 mecs, les 4-5 mecs de Nation of Domination, ils ont réussi à percer d'une certaine façon au complet en fait. Mais moi je suis complètement d'accord, c'est-à-dire qu'il y a eu justement ce gimmick-là, et pour moi il est très bon, mais le problème c'est que après il y a eu de la tentative d'imitation, il n'a pas compris justement la richesse de base. Ah oui, surtout qu'à la fin c'est vrai que c'est parti en couille, c'était n'importe quoi. Oui. On a aussi, ça nous a aussi permis d'avoir The Rock, qui va être le petit point années 90, qu'on va pouvoir débattre. Ça nous a permis d'avoir le Godfather aussi. Bon, Godfather c'est une gimmick de merde aussi, mais qui a marché. Qui avant c'était Papa Shango, donc une sorte de sorcier vaudou qui a donné la chasse, connu pour avoir donné la chasse à Ultimate Warrior. Bien un sort, super. Ah du coup c'est vrai. on recroisera aussi le Boogeyman dans les années 2000, je pense là-dessus. Ouais. Mais du coup pour moi ça c'était le bon côté, mais après le mauvais côté c'est le côté du truc moi je suis brutal, moi je viens de la street, le gimmick qui va avoir pour justification la street, tu vois. Et pour moi c'est un très mauvais gimmick. C'est un très mauvais gimmick. Oh, tu es dur Magnus. Non, alors je t'explique pourquoi. Parce que primo, oui, c'est un gimmick qui va te donner une fanbase rapide. Mais une fanbase que tu peux pas étendre.
Et ensuite, c'est un gimmick dans lequel tu t'enfermes parce que tu as besoin de prouver un besoin de légitimité. Non, mais Alors que, après, c'était pas le but, hein, je alors que, pense. alors que la majorité des gens qui le font, non, bah, toi, si tu prends le gimmick, par exemple, n'importe quel gimmick d'un gars blanc, en fait, oui, tu vas avoir dans certains leur référence à leur origine, tu vois. Mais Ben, c'est c'est logique. facile aussi d'avoir un public plus large avec Non, ça, oui. non, c'est logique, tu vois. Mais c'est pas en fait ce qui va être cultivé derrière, tu vois. Sur des 10 ans plus tard, c'est pas, on n'en revient pas à ça. On va peut-être l'évoquer encore. Bah, si par exemple je prends le cas de Sheamus plus tard, Sheamus il est introduit comme le Celtic Warrior. Aujourd'hui, il a rien du Celtic Warrior, tu vois. Bah oui, c'était ses origines irlandaises, machin, mais on l'a changé, on a passé le stade, tu vois. C'est alors que bah, pour certains noirs américains, ça va rester vraiment je reste dans ce gimmick-là et j'ai besoin de le garder pour des questions de légitimité ou pour qu'on continue à parler. Et dans certains, dans les années 2000, et qui on a donné des gimmicks qui ne voulaient absolument pas, qui font pas de sens et qui aujourd'hui, heureusement, ont pu s'en tirer. On parlera de ce genre-là après. Et pour moi, le problème, voilà, il y a eu ce problème-là de j'ai besoin d'avoir l'air legit, et puis surtout de la WWE qui voulait avoir le marché, tu vois. C'est Donc, vrai qu'il y a beaucoup de gimmicks. Il y a eu vraiment beaucoup de gimmicks basés sur la street et ça n'a pas aidé non plus. Et ce depuis un certain autre clan des années 90. Enfin, clan. Une équipe, une certaine équipe, surtout que ça a été mal fait. Un certain duo du nom de Men on a Mission. Avec Viscera, King Mabel, ce que vous voulez. Et l'autre, je sais même plus comment il s'appelle. Tellement ça a été marquant. mais et pour moi, ouais, c'est l'arrivée de. Les années 90, c'est l'arrivée de vraiment un renforcement de ça, parce que bah oui, maintenant c'est un marché que tu veux toucher, c'est un marché que tu veux toucher, puis qui aussi a l'air aussi cool pour les jeunes blancs. Hein. Bah, on rappelle, hein, c'est Will Smith, Ouais, puis ouais, le rap, c'est cool, Pastor voilà. Miner, Hmm. et puis ça a été Eminem début 2000, donc tu l'utilises aussi. Et c'est comme ça que Sina percera au début 2000 en étant aussi Dr. le Saganamix, et en voilà, effet, oui. le mec, hein. Mais donc du coup pour moi, ouais, pour moi les années 90 sont 80, comme je dis, c'était un recul, mais en même temps il y a eu des avancées. 90 pour moi pour le catch bah, des personnes noires, c'est pas des bonnes années. Après, je pense qu'on a plus de choses positives à dire dans les années 2000. Oui, bien sûr. Et qui dit AD 2000, du coup, on commence le débat ou pas? Alors déjà on pourrait revenir déjà sur 90, puisque c'est fin 90, The Rock. Ouais, 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 exactement. Donc The Rock est catégorisé comme un catcheur noir américain. Le premier champion WWE noir. Oubliez qu'Kofi Voilà, Kingston, c'est lui, c'est The Rock. Voilà, fin The d'histoire. Rock. Parce que The Rock est le fils de bah, du coup Rocky Johnson. Voilà. Voilà. Mais alors dans ce cas, tu peux aussi dire que c'est peut-être le premier Samoan à être aussi en World Heavyweight, Oui, peut-être. oui, 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 on peut dire ça. Et en fait, bah, le problème, c'est que The Rock, comme je l'avais dit en off avant, parce qu'on parle un peu, hein, c'est bien, Hmm. bah, il y a aussi eu des polémiques sur son Disney d'animation, parce qu'il était jugé comme étant un babtou qui fait de l'appropriation culturelle. Donc Ah pour oui. moi, en fait, le problème, c'est que, enfin, c'est pas le problème, mais c'est, pour moi, The Rock, il a gagné pas la loterie génétique, mais si, quand tu vois son attitude, et puis son corps, et puis son cerveau, mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, il est genre aux bons endroits en fonction de l'exposition, tu vois. Eh ben. Donc c'est difficile pour moi de le mettre en noir, tu vois, parce que quand je ne le connaissais que de loin sans avoir étudié sa famille, tu vois, Mhm. genre pour les jeux de PS2 au début des années 2000, pour moi il était pas noir. Je savais pas que Rocky Johnson existait, que c'était son père, tu vois. Bon, moi, je voyais plus Euh, un mec pourtant, métis, pourtant, hein, donc. pourtant, pourtant, dans les films de l'époque qu'il va faire juste après, tu vois, notamment celui où il est coach en prison de football américain, Hmm. bah, sa mère est noire. Et il a 2-3 autres films comme ça où effectivement sa famille est noire. Donc du coup, pour moi, Dwayne Johnson, c'est un humain multiple. S'il était né en Italie, à aucun moment tu te serais dit il est noir. Sans Ouais. connaître son histoire, c'est difficile, hein, c'est vraiment difficile. Oui, oui, Et en fait, ça je peux comprendre, oui. donc du coup, voilà, après, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est
qu'est-ce qui va définir qu'il est noir? Est-ce que c'est sa culture qu'il a? Est-ce que c'est parce que effectivement son père, enfin je veux dire, tu peux pas lui dénier ça. Il est né, il a grandi dans cette culture-là, par la culture samoane, tu vois. Donc Bah, c'est vraiment difficile. J'aurais pas tendance à lui donner ce premier titre-là, justement, parce que bah, pour moi, d'un point de vue symbolique, c'est plus important de le donner à Kofi Kingston, tu vois. euh, C'est ju- important de le donner à des gars comme. à des mecs plus foncés en fait, c'est ça? C'est ça, Oui, Magnus? Tu mais en fait, catégorises, c'est ça? Tu catégorises en les fait, noirs? en fait, ben, je suis sûr que ça ferait sourire pas mal mon ex. Mais c'est le débat en fait des light skin et des dark skin. Et c'est étonnant, tu vois, d'avoir ce débat-là, bah, pour être vraiment, parce que c'est un catcheur qu'on connaît plus que ceux des années 50, tu vois. Mais c'est étonnant, effectivement, de l'avoir là sur les années 90. Tu vois. C'est, est-ce qu'il est. Qui est-il? Et en fait, lui, on s'est jamais trop posé la question, parce qu'il a fait d'abord un peu. Nation of Domination. Ensuite, Ben là, à partir de là, ça devrait t'aiguiller quand même. bah là, si tu fais ça, tu dis bah oui, il est noir, mais la manière dont il le quitte, tu vois, et puis ensuite, où il va faire. Et ensuite, il va prendre. C'est un type qui, au cinéma, a littéralement pris la place d'Arnold Schwarzenegger, tu vois. Ouais, ouais. Donc, du coup, c'est vraiment. Bah, Dwayne Johnson, pour moi, est Dwayne Johnson. Et après, c'est le débat du light skin et du light skin et du dark skin. Et très sincèrement, je pense pas qu'il y ait de bonnes réponses. Et après, Donc voilà, pour le symbole, j'aurais tendance à donner le truc à des gens plus foncés que lui, parce qu'il n'a pas besoin de ça au vu de sa carrière. Tu vois, vraiment, au vu de sa carrière, il n'a pas besoin de. Bah, son argent. je commence à brûler de l'intérieur là. Ok. Bon. Mais voilà, il n'y a pas de. Pour moi, il n'y a pas de bonne réponse. Comme tu dis. Oui, après, Magnus, ce que tu dis, comment dire ça, ça peut se comprendre, hein, dans le sens où on ne peut pas le deviner directement. Ce fut mon cas récemment avec une catcheuse de NXT. Je savais du nom de Sol Ruka. Je savais pas du tout qu'elle était de la culture noire. C'est que récemment que j'avais appris. Pour moi, je voyais plus une hawaïenne bronzée, quoi. Donc, mais sinon, à partir du moment où tu le sais, ben, on peut le lui accorder. Tu peux lui accorder cette symbolique. Kofi Kingston, je lui accorderai aussi cette symbolique pour des raisons différentes. Mais bon, après, je suis quelqu'un qui n'a pas eu une éducation occidentale, donc ça peut être aussi pour ça, une partie pour ça. Mais je trouve que à partir du moment où tu sais que cette personne a une certaine culture ethnique, tu peux l'associer à cette culture. Tu peux déjà accepter qu'on l'associe à cette culture, même si ça ne se voit pas directement. En Là, fait, il y a je verrais plus des cette gens. partie dans le sens. Je compare en fait ce genre de trucs pour dire. Pour renier tout ça ou bien ignorer, j'associerais plus ça à un phénomène de colorisme qui n'est pas forcément une bonne chose, que ça soit pour la communauté noire ou toute autre communauté similaire en fait. Moi, je pense que c'est pas forcément une bonne chose, mais tu l'as dit, hein, c'est une question culturelle. C'est par exemple pour les gamers, les fameux jeux Crusader King, tu vois, il y a vraiment cette différence entre génétique et culture. Hmm. Donc, moi, j'aurais tendance à dire, oui, tu le connais pas génétiquement, Après, ça peut se génétiquement, tu peux comprendre, pas. hein, comme j'ai dit, à partir du moment où tu ne sais pas, Mais voilà, oui. mais après, après, c'est ton critère. Et moi, comme je t'ai dit, j'ai pas de bonne solution là-dessus parce que je sais que, enfin, quoi que tu tranches, ça va être la mierda derrière. Hmm. Donc, tu vas voir le débat. Donc, voilà, écoute, je ne donnerais pas les deux faux, tu vois. Hmm. Je vais voir, Oui, non, ouais. oui, oui, je comprends tout à fait. Après, ça reste quand même marrant que les gens associent une personne à une culture et pas l'autre alors qu'elle appartient aux deux. Par exemple, Jinder Mahal qui est canadien et rien d'autre. Alors que bon, il a quand même des origines indiennes. Mais ça, personne n'est prêt pour ce débat visiblement. Voilà. Et quand il gagne, donc dans ce cas-là, il est reparti. Je suppose c'est comme ça que ça marche. Voilà. Mais oui, voilà. Donc c'était ça pour le point. Hmm. Pour le point Dwayne Johnson. Et Dwayne Voilà. Johnson, au final, bah, comme je t'ai dit, voilà, bah, ça tombe bien. Il fait partie de ces gens qui ne se sont pas enfermés dans un gimmick de street. Hmm. Il fait partie des gens qui ont pris un gimmick, il a pris un gimmick mégalomaniaque. Il dit, je suis The Rock, c'est ma marque.
un peu comme fera votre John Cena, Mm. et il est parti faire le truc The Rock fait, tu vois. Voilà, C'est tout. en termes de gimmick, il doit être l'un des premiers à l'avoir fait parce que je pense que dans les années 80, il y a eu quelques exceptions, quoique ces personnes n'avaient pas de gimmick en particulier. Donc The Rock, on peut dire oui, on peut dire qu'il fait partie vraiment des premiers à faire ça, à complètement se démarquer, à dépasser ce stade, on va dire, pour, Donc, euh, pour ainsi avoir la notoriété qu'il connaît aujourd'hui. donc du coup, voilà. Donc oui, un bon point les années 90, c'est ça. Voilà. Donc, c'est en fonction de vos critères. mais, J'espère et qu'on ne du vous coup, a bah, pas après, trop perdu, les gens, hein. voilà, ça va. Et C'était une après, du coup, petite parenthèse, voilà. Après, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse dans l'immédiat. voilà. Et après, on va arriver dans les années 2000. Donc, Allez. du coup, on a vu qu'effectivement, pour Booker T, c'était complicado, parce que ces années 90, c'est WCW et WWF qui se battent l'un l'autre, et puis c'est pas forcément des bons trucs pour lui. Il est contourné dans ses promos de Street, donc je crois que c'est 80 ou 90 sa promo où il lâche le N-word sans faire exprès. C'est dans les années 90, à la fin des années 90. Ah Il oui, lâche où le il petit. balance le mot en N, oui. Donc du coup voilà, mais lui Et il avait même un clan basé là-dessus, non, sur la street, tout ça, mais je sais plus ouais. trop. Mais lui justement il va s'en tirer brillamment à ce moment-là avec le roi. King Booker. C'est le meilleur roi que j'ai jamais vu. Ah oui, c'était À la super, King Booker. WWE. Il était genre excellent. Et donc, très clairement, mais tu pouvais très bien l'imaginer même dans un château médiéval. Enfin, ça passait tout seul. Ah oui, Ça clairement, hein. passait tout seul. Donc, Et, du coup, je suis assez content pour lui. Ça fait partie des points et positifs. ça lui a valu un nouveau règne mondial, hein, son 6e titre poids lourd. Et oui, Contrairement à ce qu'il dit five time. Il a eu son 6e du coup. ouais, c'était contre Mysterio, non? Ouais. Ouais. Enfin, la Big Gold ça avait un autre nom, mais bon, vous avez compris l'idée. Voilà. Mais c'était la Golden, elle était tellement belle celle-là. Mais c'est surtout, après, moi, il y a un autre gars dans cette année-là qui est un de mes catcheurs préférés, tu vois. Avant que tu n'entres là-dessus, j'avais oublié de mentionner un truc. Oui. C'est à la WCW où on a eu le premier championnat aussi de la WCW. Justement, c'est Farouk, aka Ron Oui. Simmons à cette époque, et qui a mis fin au règne de Vader, Big Van Vader, vraiment qui était imbutable à l'époque. Du coup, je sais pas si tu as vu également cette information. Pour toi, est-ce que c'était vraiment un truc légitime de le mettre champion? Parce que visiblement, c'était plus des raisons politiques et de quotas qu'on l'a mis champion justement. Le truc, c'est que quels que Surtout, soient tes impératifs, tu dois toujours le faire pour que ce soit au mieux sur le long terme, tu vois. voilà, c'est ça. On t'a évoqué Jinder Mahal tout à l'heure. Pour moi, le projet Jinder Mahal n'était pas une mauvaise idée. Mais tu l'as pas fait. C'est que c'est 6 mois avant qu'il faut que tu te rendes compte que tu allais vendre tes droits à l'Inde, tu Ben vois. oui, clairement. Donc pour moi, c'est pareil. Pour moi, oui, en soi, pour quota et pour politique, c'est une bonne idée de le mettre. Si c'est tes contraintes Surtout et que que tu dois le les remplir. promoteur était connu pour être raciste. Ça tombe bien. Le gars de WCW était un peu aussi un peu spécieux. Bon, c'était un peu le bordel dès le début, donc bon. Un peu spécieux. Mais ouais, non, pour moi, voilà, ça va dépendre. Donc j'ai pas franchement tranché sur Farouk. Hmm. Ok, du coup, je te laisse enchaîner avec ton l'autre Dans, 4 joueurs préférés, oui. dans le bien, ouais, dans les catcheurs préférés, tu as bien évidemment l'excellentissime Shelton Benjamin, qui est mort en Allez, 2000. je m'en doutais. Allez. Et pour moi, Shelton Benjamin, tu vois, c'est, comme je dis, c'est pas le symptôme de la régression, bien que le gars est au top partout, mais c'est le symptôme du gars qui a besoin d'être excellent partout, de se justifier partout, pour au final qu'on lui donne des bails de merde. Je vais pas dire autre mot. Je me trouvais plus à l'aise et plus heureux au Japon, tu vois, qu'à la WWE. Pendant longtemps, c'était le champion américain, le Golden Boy Shelton Benjamin. Le gold standard. Le Gold Standard, ça, il a un physique fou. Il te fait des trucs, il est complet, il est juste complet. C'est Cena, mais en complet. Mais vois, est-ce qu'il aurait dû être champion du monde, selon toi? Alors, bien casté, oui.
bien casté, oui. Pour moi, peut-être qu'il lui manquait 2-3 trucs, mais bien casté, bien machin, oui. Parce que quand c'était le gold standard, il était clairement sur la route pour le faire, quoi. Tu le mets devant John Cena, Chris Jericho, JBL, tout ça là, Triple H, Shawn Michaels. Alors, je le mets pas. Son problème, c'est son mic, quand même. Donc, selon France, son mic est pas le meilleur du monde. Maintenant, c'est la même chose de Roman Reigns. Tu vois. Donc, peut-être que, justement, en lâchant la pression du fait de voir, parce que Roman Reigns, le grand mic, quand il a fait, maintenant j'en ai plus rien à faire. Je suis en diagonale et je fais ce que je fais, tu vois. Donc, je pense qu'il aurait peut-être pu avoir un truc. Il n'aurait pas été le meilleur champion du monde de tous les temps, tu vois. Ouais. Mais Reigns aurait pu être bon, il aurait pu être monstrueux sur certains titres. C'est ce genre de gars, vraiment, en fait, il est trop bon pour que tu lui donnes pas une spécificité. Il aurait dû avoir un match spécialiste, il aurait dû avoir un... Comme c'est le cas par exemple pour Raid, pour Edge pendant l'instant avec les Table Ladder on Chair, tu vois. Vraiment un truc sur lequel il est censé être imbattable. Ben, il y a eu les Money in the Bank. Quoique, il n'en a jamais gagné, mais les Money in the Bank, c'est là où il a... Ouais. Il était clairement dans son élément. Il était clairement dans son élément, tu vois. Mais pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est le gars qui vraiment surperformait partout. Peut-être par besoin de... comme je dis, pour moi, c'est par besoin de prouver que... Et à qui on n'a jamais donné le truc alors qu'il aurait dû l'avoir. Parce que Daddy Vince, il avait comme projet d'avoir un remplacement pour Brock Lesnar qui était son Bobby Lashley, tu vois. Du coup, pour moi, c'est une tristesse. Il y a un point positif dans les années 2000, mais c'est également une tristesse. Parce ouais, mais après, Benjamin, il a quand même eu le mérite d'avoir un bon run de champion intercontinental quand même lors de ses débuts en solo. Surtout qu'il a eu le plus long règne du 21e siècle, mais même si depuis Gunther l'a dépassé, mais voilà. Non, il a eu un bon règne, et puis ensuite il a eu aussi une bonne carrière au Japon, tu vois, donc parce qu'on est large la question, ça c'est... Là, on peut en parler, mais non, après, il y en a un que c'était bien, mais en même temps, ça m'a chagriné, c'est Kofi Kingston. Ah oui, oulala, Kofi Kingston, c'est tellement dommage aussi. Hein. Ah, mais c'est dommage, et puis surtout, ce gars, tu lui mets son vieux gimmick jamaïcain à la con, là, au départ. Moi, j'aimais bien son gimmick de jamaïcain, vous êtes dur quand même. Ouais, mais du coup, c'est vraiment à partir du moment où il s'en est libéré que, enfin, à partir du moment où il a laissé tomber l'accent, tu vois, qu'on l'a plus pris au sérieux, et surtout grâce à son premier rattrapage de son premier Royal Rumble, lui pour le coup, tu vois, malgré tout, il a eu son spot. Ouais. Lui, dans les années 2010 et 2020, je peux pas te dire derrière que lui c'est un raté, parce qu'on lui a filé son spot, le Royal Rumble, tu sais, qui va faire une dingue chaque année. C'est son match, c'est son titre, même si ne gagne pas, et puis on lui a donné son run pour son titre. Donc il a déjà eu son APN. Oui. Donc en 2010, de 2000-2010, ouais, pour moi c'est un chagrin, mais après. Ouais, il aurait pu être, comment dire ça, avoir une plus grosse opportunité en 2010, là où il était le plus chaud en fait. Voilà, après. D'ailleurs, Kofi Kingston, par rapport au... Oui, il est important de souligner un détail. Par rapport à ce que tu disais sur The Rock, est-ce qu'on devrait lui décerner l'honneur d'être le premier champion noir de la WWE? Kofi Kingston, je suis d'accord avec toi qu'on pourrait l'accorder également à Kofi. Mais là, je dirais que c'est pour des raisons plus profondes parce que il a été surtout le premier champion mondial de la WWE qui est quand même d'origine africaine, clairement. Parce que Kofi Kingston, il est ghanéen. Donc c'est pour ça que je dirais que ouais, ça peut se discuter. Dans ce sens où c'est le premier africain champion du monde, on pourrait lui décerner cet honneur, surtout que c'est un truc... bon, c'est plutôt rare, hein, même dans les prochaines années, j'aurais difficilement un autre Africain champion du monde dans une compagnie comme la WWE. Ce sera difficile, sauf si éventuellement le catch congolais grimpe en popularité. Effectivement. Mais c'est vrai que oui, c'est aussi pour ça que c'est un peu particulier. Hein. Il représente beaucoup de choses. En plus, c'est quelqu'un qui est apprécié vraiment backstage par tout le monde. Hein. C'est un peu qu'on avait déjà parlé. New Day, on a raison. Et du coup, son run faisait sens. Clairement. Même si c'est parce qu'il l'a eu, et c'est ça qui est triste, parce que Alice est blessée.
Mais voilà, c'est un run qu'il fallait lui donner. Et c'est vrai que de ce côté-là, bah oui, pour moi, c'est pour ça que je lui donnerais effectivement ce premier titre-là. Et je t'avouerai quand même que bah du coup, pour ses collègues du New Day, là où je suis un peu triste, c'est que Xavier Woods, sa reconnaissance, c'est le fait d'avoir été roi. Ouais. Mais ça a été saccagé pour la Bloodline. Donc voilà, j'attendrai voir chacun ses deux compères. Mais oui, effectivement, pour moi, Et bien sûr, surtout que ça apporte, comment dire ça, un certain espoir aux talents africains directement qui souhaitent aller à la WWE. Donc, qui peuvent quand même avoir l'espoir d'atteindre le niveau de Kofi Kingston et qui pourront peut-être se donner les moyens. Il suffit de voir certains catcheurs qui sont au Performance Center qui sont plus nombreux par rapport à une certaine époque d'origine africaine. Et j'ai également entendu dire qu'il devrait y avoir des try-outs quelque part en Afrique, je sais plus en Afrique du Sud ou que sais-je. Donc c'est aussi une occasion de voir également d'autres talents de ce continent dans les prochaines années. il y a eu du coup le Boogeyman. Ah, Cringe. cringe? Ah bon? Bah, pour moi, c'est cringe, mais en même temps, il y a eu des séquences qui étaient vraiment énormes. Non, mais le Notamment, Boogeyman, c'est masterclass là. Là, c'est clairement ce que Papa Shango aurait dû être en fait. non, c'est parfaitement. Avec tu vois. son sceptre, avec sa canne, son réveil, les vers de terre, il n'y avait pas de truc mystique à la con, mais c'était bien. Non, Il faisait pour moi, legit flipper. quand je dis cringe, c'est que, ouais, moi je suis pas à l'aise avec Ouais, ça. mais cringe dans le bon sens, oui, j'ai compris. Mais comme je te dis, ça fonctionnait. Quand Ouais. Cartier avait peur de lui, ça fonctionnait. Son seul problème, c'est qu'il me semble qu'il avait déjà 40 balais, les gars. Ouais, oui, il avait 40 ans à ce moment-là, il était vieux. C'était déjà fin de partie pour lui. Et puis bah, t'es quand même dans une fédé où tu avais Kane à Raw, l'autre à SmackDown. Undertaker Savior, donc enfin dire en termes de. Et t'étais à ICW au début. Disons que le plafond de verre était très bas, quoi. Ouais. Mais non, c'était plutôt pas mal. Mais après, bah, il faut dégraisser vers ce qui est vraiment pour moi pas terrible. Bah, bon, déjà, il y a Elijah Burke. Bon, lui, il avait l'intérêt d'avoir du physique. Et il avait quand même son expression avec son sourire, d'accord. Ah oui, The Pope. Quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que bah midfield. Donc après, je vais pas reprocher un noir d'être juste midfield, tu vois. Bah, Ouais. tu vois. Mais est-ce qu'il aurait pu être plus ou pas Est-ce que quand t'es noir, t'es forcément obligé de surperformer, tu vois. Bon. Et le pire du pire, et pourtant je les aime bien individuellement, ils ont des bonnes carrières. Mais effectivement, je suis désolé les amis, c'est Prime Time. Ah, je savais que tu allais parler de ça. Ah oui, ça c'était un peu malaise, j'avoue. Gastar et JTG, c'était méga malaise, surtout que vous auriez pu faire bien mieux, mais tellement malaise, quoi. Comme quoi, le seul souvenir que j'ai, c'est dans un match contre Jericho. Les mecs, il y a JTD qui fait un hot tag achat de Gaspard, chez Gaspard est chaud, il se prend un coup de poing, boum, terminé. Allez, on passe au suivant. Le cringe était là, les stéréotypes étaient là. Ah oui, c'était horrible. Quand Lita s'est fait virer, hein, parce qu'ils l'ont viré à la fin de son Ah oui, les respects, oui, il y a eu ça aussi. Parce que 9 mois plus tôt, bien évidemment, elle avait refusé de faire la Live Sex Celebration avant qu'on la menace. Et enfin, je veux dire, les gars ils sont autour du ring en train de lancer ses vêtements avec lancer des vidéos et des machins. Oh, c'est des positions personnelles pour qu'on puisse l'humilier. Ils ont été utilisés dans tous les mauvais. Je dis pas que c'était leur idée, hein, non, ça c'est Vince. Oui, clairement. Mais ils ont été utilisés dans tous les mauvais bails, ils ont été utilisés avec tous les. Ouais, toujours dans les mauvais coups. C'était dur. Ah, mais c'était vraiment dur à les regarder. Pourtant, je sais que les gars ils étaient sympas et formidables dans la vraie vie, tu vois. Mais oh là là, c'est mal, mais à chaque fois je le vois, mais j'étais en mode, mais. Tu vois, tu parlais de. Heureusement, j'ai pas vu Kaman à l'époque, mais ouais, ça pouvait me faire zapper, tu vois. Ouais. Si tu regardes toutes mes parties de WWE SmackDown versus Raw 2008, c'est le premier clan que je trade. Tu vois, j'en suis arrivé à ce stade-là où c'était insupportable. Et un autre gimmick qui était insupportable dans le même signe,
c'est MVP. Et MVP, Oh non, je suis non, 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 pas moi, non, toi. à l'époque, j'étais en mode, ah, ok. Mais en fait, ça m'est devenu insupportable et triste parce que j'ai appris, moi, l'histoire derrière ce gimmick-là. Il en voulait pas, le gars, hein. C'est Vince qui lui a dit, ah ouais, tu vas faire comme ça. Ah ouais, toi, t'as une tête à être sorti de tôle. Non, mais c'est horrible. Ok. Son gimmick, tu vois. Mais Il est il, censé être sorti de tôle. il carriait bien la gimmick quand même, MVP. Mais il carry bien la gimmick. Il réussit à faire oublier ce détail, du moins, quand même. Non, mais il a carry la gimmick. Il peut aussi remercier Matt Hardy, hein, pour leur rivalité. Hmm. Mais il a carry la gimmick. Mais tu vois, c'est le ah ouais, mais t'es un ancien criminel. Ah oui, tu es un MVP. Donc du coup, tu fais du basket. Tu fais genre. Et c'est tous les trucs qu'il détestait. Et le MVP qu'on a aujourd'hui. Ah non, là c'est son prime, là, MVP. Pourtant, il ne catch pas. Prime. C'est son prime. Et il aurait dû être plus un type comme ça, effectivement. Plus un gars du moi je suis un champion, moi je suis un businessman. MVP, c'est un type qui aurait pu, tu vois, s'il avait été utilisé, parce que c'est un gimmick qui était, comme tu as dit, il a plutôt fonctionné. Et c'est un type, effectivement, que tu aurais pu le laisser à la Brock Lesnar des grands temps, c'est-à-dire le type il vient juste une fois par mois pour catcher. Voilà, c'est ça. Tu vois 2-3 fois en interview, le type il dit je suis le champion, j'ai pas machin, un peu comme King Booker avec le je suis le roi, je suis machin. Enfin, c'est une gimmick qui pouvait facilement. Garde-en sous le capot, Magnus. On va en parler vers la fin quand même, vraiment, de l'évolution, de d'où on va en fait, du futur des catcheurs et des gimmicks noirs, en fait. Des catcheurs Mais noirs. voilà. Mais du coup, ouais, pour King, je suis un peu triste pour lui, mais en fait, ce qui me fait, c'est ce que je trouve en fait, c'est ça, c'est parce que. Et je comprends tout à fait. Voilà, c'est parce que, voilà, je sais l'histoire derrière. À l'époque, j'étais juste énervé et il était un bon heal et ça fonctionnait, tu vois. J'étais en mode, bon, ouais, on a Crime Time de l'autre côté, donc SmackDown doit avoir aussi son criminel, je sais pas. On dit à diarrhée et la constipation, choisissez. Mais voilà, mais du coup c'est quand j'ai appris tout le truc derrière. Il détestait sa musique, par exemple. Il détestait, il a dit, il détestait la musique, mais Vince a dit, ce sera la musique. Ben, Big Show n'aimait pas sa musique non plus, hein, et pourtant c'est masterclass. Ouais. Même si sa musique d'aujourd'hui est mieux, je te l'accorde. Mais tu vois, ça fait beaucoup. Donc du coup, voilà, ça c'était pour ça, de ce côté-là. Après, Et sinon, il y a un catcheur que tu as oublié, et je t'en veux un peu pour ça, c'est un peu dommage. Un mec qui a longtemps fait, qui a aussi fait partie de la Nation, le World Strongest Man, Mark Henry. Mark Henry, putain, L'homme le plus fort du monde, comment on peut l'oublier, Magnus? C'est... Non, alors j'ai oublié parce que pour le coup, Mark Henry, pour moi, ça restera ses masterclass dans les années 2010. Les années 2000 de Mark Henry, c'est je suis bien l'homme fort. Enfin. Ouais, mais le mec, c'est quand même, je suis un gros lard, je suis un petit gros, mais je suis fort, quoi. Bon, je dis petit gros, mais il fait quand même, quoi, 1m85-90, Mark Henry. Il est assez grand. Il fait 1m90, mais en fait, son rôle dans les années 2000, si on oublie le sexual chocolate, bien sûr, si on oublie cette partie de sa carrière. Voilà, mais c'est parce que t'es gros, tu vas faire des rôles éventuellement de rigolo cringe. Parce que t'es gros, nécessairement t'es méchant parce que je m'appelle Vince McMahon. Et parce que t'es gros, tu vas servir de poids pour que Cena et les autres montrent qu'ils sont forts, tu vois. 2000, c'est ça pour lui. Pour moi, 2000, j'ai complètement occulté, mais oui, Mark Henry, pour moi, 2000. Ouais, c'est vrai que 2010, là, c'était son prime. Putain, mais. Oh putain, le Hall of Pain. Moi, je me demande en fait, je trouve ça dommage que lui n'ait pas été champion plus tôt. Que ça soit Shelton Benjamin MVP ou Kofi Kingston, ça ne me choque pas spécialement, mais Mark Henry, lui, il aurait dû être champion dans les années 2000, clairement. Et je dis que rarement, hein, parce que je suis pas du genre à utiliser la carte, mais je pense clairement que s'il n'avait pas été noir, il aurait été champion. Jinder. Oui, je suis d'accord. L'autre, il a été avant, alors qu'il était juste lent, il avait 64 dans le jeu vidéo. Je sais plus quoi. Que je retrouve blanc. Surtout, il y avait de quoi créer un gros heal de Raw SmackDown en fait. Pas ECW qui a perdu le E. Oui, c'est ça. Et ici, il y en a un autre du coup qu'on n'a pas parlé, c'est Bobby Lashley. Mais Bobby Lashley, c'est bonjour, je suis un projet de remplacement.
Non, je mais suis dans. lui, c'est le caillou, hein, le dindon de la force dans tout ça, là, lâché. Ah oui, non, mais il a été dedans, je sais pas combien de fois. Ah oui, Et clairement. Il a fallu attendre qu'il se reconvertisse au MMA, qu'il fasse un run à la TNA. Et bon, le chemin fut long pour Lashley quand même. Pour qu'en 2020, il commence à devenir quelqu'un. ouais, il en aura Vra- fallu du temps. Vraiment, je salue sa patience, hein. Vraiment un gros point de ce côté-là. Après, bah, je me souviens pas forcément d'autres, mais après, c'est sûr que les gens qui ont regardé plus TNA, peut-être, et Impact dans cette époque-là, Ah oui, ont on peut-être avait oublié de d'autres. parler du catch féminin aussi. Oui, un catch féminin, pour moi, bon. Si je te dis Joshi, tu penses à qui? Tu me dis quoi? Joshi, dans les années Euh, 90. C'est une question piège. je pense à rien du tout. Pour être honnête. Manami Toyota. Ça te dit un truc? Non. Ah C'était pas. mince. Bon, c'est parce que ce fut la plus grande rivale de Aja Kong, Ah oui. qui a aussi la culture afro-américaine. Ah Oui, oui. Ok. voilà, je t'apprends un truc Je vois le aussi. piège. Mon ignorance m'a sauvé pour une fois. Donc, Ah, Aja Kong aussi, bon, après, je suis pas non plus un gros assidu, enfin, assidu. Je suis même un novice du catch japonais en général, mais il est à reconnaître que Aja Kong, ça reste quand même une légende du catch japonais. Et également, où elle a également fait un couronne de WWE contre WWF, essayait de créer une division féminine qui se résumait à une seule personne. Voilà. Et en plus, Aja Kong, en plus des matchs légendaires qu'elle a eu, elle a également fait, je ne sais pas si ça se dit, elle a faire naître une autre légende qui est Awesome Kong, qu'on connaît sous le nom de Karma. ah oui. Donc Karma aussi, qui a également fait ses bails au Japon, mais on la retient surtout pour son run à la TNA dans la division féminine. Elle a aidé à la construction de la division féminine avec Gail Kim, ancienne championne par équipe, championne du monde, tout ça on connaît. Et elle a également fait un couronne à la WWE que je regrette un peu également. Où pour moi, elle aurait pu être vraiment la précurseur de la division féminine. Bien avant les Caitlyn, bien avant les Jelly, bien avant les Paige. S'il n'y a pas eu son fameux incident qui a fait que bon, ça s'est pas passé comme on voulait. Parce qu'avant, clairement, elle était vraiment vue comme un monstre et bon, il me semble qu'elle n'a jamais catché en plus. Pendant son run à la WWE, elle démontait juste des nanas. Elle a fait une apparition au Rumble et terminé. Et c'est ça que je Ah, trouve dommage quand même. non, mais tu sais pourquoi est-ce qu'elle a pas catché après, même après le Non, ouais, Rumble. je comprends, oui. Bah, elle était enceinte, donc. Mm. Ouais, non, après. Donc, ouais, c'est vraiment dommage. C'est une des rares qui prend les choper pour du skill. Après, bah, c'est. Il y a eu des recrutements à l'époque. Je sais plus qui avait été recruté Et comme. tu veux qu'on parle d'Alicia Foxy? Non, je rigole, on continue. Allez, vas-y. Non, mais Alicia Fox, c'est plus tard, c'est 2010, Alicia Fox. Mm. Mais du coup, non, bah après, oui, bah pour moi, c'est la fin de. C'est la meilleure décennie de Jacqueline pour 2020. Notamment avec sa fête avec Guerrero, putain, c'était tellement bien. Mm. Et. Et il y a Jazz aussi. Jazz avec Teddy Longo Oui, Manager, Jazz. je crois. Oui, aussi Jazz, oui. Donc c'était franchement bien. Et après, bah, je dois t'avouer que quand ils ont décidé de faire leur grand truc pour recruter des filles, là, Mm. donc bah, ils ont majoritairement recruté des blanches, je vais lâcher les termes. Mm. Et ouais, Il n'y ils ont avait pris pas Karma. une meuf baraquée qui a managé les Basham Brothers à un moment, je sais même pas. Bref, Ah, après, je sais tu es plus, plus mais calé que moi à ce niveau-là, donc j'aimerais pas dire de bêtises. tu dois vraiment attendre 2010 pour avoir les années 2010 pour avoir des noirs, quoi. Quand ils Hmm. ont refait leur truc, je sais pas si tu te souviens, mais enfin c'était vraiment
une vingtaine de top modèles de divas qui sont là juste pour ça, quoi. Et bien sûr, c'est là où tes allergies ont commencé à apparaître d'ailleurs. C'est Kevin Dun là, et puis l'autre là, qui se sont fait plaisir. Donc non, c'était franchement pas bien aisant, je trouve. Ouais. Donc ouais, pour la division féminine, pour tout cas le catch féminin noir, il a dû exister pas mal en circuit indé. Mais c'est vrai qu'en termes de visibilité, 2000, c'est des années Ah d'or oui, avec clairement, la c'était un. WWE qui marque tout, et donc Hein. clairement, non, il n'y avait rien. Ouais. Et c'était assez triste de ce côté-là. Oui, c'était assez désert sur ce plan-là. Voilà, oui, on est complètement d'accord. Bon, ben, je pense qu'on a fait le tour pour les années 2000. On peut passer aux 2010, aux années 2010 maintenant. Voilà, 2010. 2010, il y a du positif, je trouve, par rapport à 2000, même si on continue avec les bails un peu moyens, tu vois, genre Street Profit. Pour moi, ça reste, c'est du Crime Time Light, tu vois. Mais quand je les vois, j'ai des vibes. J'y peux rien. Non, mais c'est du crime time, mais qui n'est pas gênant, spécialement gênant. Voilà. Mais il y en a qui ont réussi donc à aller au-delà comme je t'ai dit, qui ont réussi à aller au-delà, mais il y en a qui sont restés coincés. Hein. Genre, Shelton Benjamin est resté coincé dans le problème de devoir être parfaitement excellent, mais au final, je ne saurais jamais quel est ton personnage. Ah oui, on avait aussi oublié un truc des années 2000, mais là c'est plus le Japon, en particulier New Japan. Il y en a un qui va être content en écoutant ça, surtout la période de l'inokisme, avant qu'on enchaîne. Et il s'agit du seul champion noir de New Japan, justement, un combattant de MMA du nom de Bob Sapp. Voilà, c'est tout pour la parenthèse. Et oui, c'est vrai. J'ai rien spécialement à dire là-dessus, donc on peut continuer. Mais on a ceux des 2000 qui se sont améliorés. Donc, par exemple, pour moi, The New Day, quoi. The New Day est largement transpercé le fait. Ouais, ouais. Ils sont pour tout le monde, quoi. C'est alors. Ouais, et pourtant c'était parti pour être de la merde, hein. Non, c'était parti de Le groupe de gospel, tout ça, le malaise en vue, tu connais, voilà. Mais t'as trois gars talentueux qui ont décidé d'y aller à fond. Et pour moi, c'est un groupe qui est aussi solide que Nation, quoi. C'est-à-dire que tu ne verras pas se diviser sur une storyline. Tu ne verras pas se déchirer sur une storyline. Ah oui, clairement pas. Hein. Donc GG à eux, c'était vraiment bien. Ça a donné une carrière à Xavier Woods à la WWE, GG à lui surtout. Oui, alors après, voilà, c'est ce que je suis j'attends, c'est Xavier Woods et son titre. Parce que je sais que Biggie va l'avoir. Mais ouais, avoir. Il faut qu'il y ait chacun le titre majeur une fois pour. Ah là là, le King Woods, j'ai déjà une larme qui tombe, ça aurait pu le faire, mais bon. Ouais, ça aurait pu le faire. Mais après, effectivement, dans la suite, si on regarde le 109, comme je t'ai dit, tu as certains gimmicks qui étaient un peu bizarres. Certains comme Velvet in Dream, c'était pas un gimmick en fait. Ben oui, de base ça devait être Prince en fait, mais non. Ah non, mais t'es là, t'es rock, donc ça n'était pas un gimmick. Voilà, c'est ça. Voilà. Dommage. Merci, au revoir. C'est malaisant. Après Alicia Fox, c'est comment en voulant le keep it real et rester vrai la street, comment tu fous en l'air ta carrière. Parce que même là, je ne voyais même pas du Keep It Real, c'est juste que Alicia Fox, je comprenais pas en fait. Ça n'avait aucun sens. Mais elle non plus, puisque visiblement le soir où on te file un push et où tu es censé gagner le titre à un pay-per-view et tu décides de pas te ramener parce que tu as décidé de te fumer, quoi. Donc, je veux dire, pour moi, c'est zéro pointé. Allez, au revoir, ça dégage. Bien évidemment, il faut parler de Sasha Banks, qui est extraordinaire à NXT. Elle est extraordinaire, intouchable. Oui, Sasha Banks, c'est masterclass, oui. Tu vois que c'est celle qui a le plus de talent. Tu vois que c'est celle qui s'investit le plus. Les autres se sont investis si, mais elle a le plus de talent, elle s'investit plus, machin. Et en fait, là où. Et ça m'a.
parce que je te troll pas mal dessus avec et j'en parle pas mal. Si j'en avais rien à faire, ça s'appelait Dana Brooke. Hein? Je n'aurais rien à foutre. Le problème pour moi, c'est que je pense qu'elle est en train de rater ou qu'elle a raté. Le fait de quitter WWE n'est pas un mauvais move. Hein. Moi, je pense qu'elle aurait dû quitter la première fois et pas revenir après. Que je reproche plus d'ailleurs que d'avoir quitté la deuxième fois en faisant un fuck à tout le monde. Ben, elle est partie, ben, Vince n'a pas voulu la laisser partir, hein, écoute. Elle est revenue vraiment avec du sang neuf et voilà. Vince n'a pas voulu la laisser partir. Vince lui a promis des trucs qu'elle n'a pas obtenu, tu vois. Et elle n'avait pas obtenu avant. Donc du coup, je peux comprendre qu'à la deuxième fois, elle dit, bah, c'est le gars, je me casse. Enfin, c'est même pas ça. Moi, ce que je reproche, effectivement, c'est le problème du... elle avait un background, qui est son background de départ, et ensuite, elle a besoin de le garder. Et c'est le problème du je suis legit. Je suis I keep it real, je suis legit, je viens d'un street. Meuf, t'as 30 ans, t'as 10 ans de catch professionnel derrière toi. Tu n'as plus à justifier que t'es legit. Tu n'as plus à justifier que tu viens d'où que ce soit en fait. Tu es Sasha motherfucking Banks. Ça veut dire, t'as fait déjà l'histoire de WrestleMania, t'as gagné tous les titres que tu devais gagner. Allez, éventuellement, il faudrait peut-être que tu gagnes un Money in the Bank, parce que ce serait vraiment bien vis-à-vis de ton nom de famille. Ouais. Enfin, de ce scène. Ou alors éventuellement un Royal Rumble. Mais tu n'as plus rien à prouver. Donc, Ben, elle devait le gagner en 2020, mais Ronda est arrivée, donc va te faire foutre, hein, Dex. Voilà, mais c'est ça, mais du coup, quand je vois le legit et quand je vois le truc du... Je cherche toujours à rester comme ça, à prouver que je suis la street, et c'est pareil avec son truc à New Japan, là. Je suis la CEO de la branche féminine, je suis la boss, je suis legit, ça te va plus. T'as 30 ans, t'es juste toi-même, maintenant passe le stade. Enfin, je veux dire, c'est ça que je mettrai un point dessus. Et en fait, le truc, c'est que quand tu restes comme ça, tu n'attires que le public qui va rester legit vis-à-vis de ta... Enfin, il va en avoir quelque chose à faire de ta légitimité, tu vois. On ne demande pas à Bel Air si elle est legit par rapport à ses ancêtres, tu vois. Parce qu'on fout, c'est pas vendu dans le package. On ne demande pas à Asuka si elle est legit par rapport à... Non, parce que c'est Asuka. Et en fait, c'est ça pour moi le problème pour Sasha Banks. C'est pas... le problème fondamental est là, bon alors... Pareil qu'elle est capricieuse en coulisses, mais j'ai envie de te dire, t'as le droit d'être capricieux quant à son niveau, quant à donner, mais surtout quand on l'entube 2 fois, tu vois. Mais pour moi, le problème est là, et que, en fait, tu n'as plus besoin d'avoir le legit. Tu n'as plus besoin. Et c'est pour ça que, oui, effectivement, elle fait son contrat au Japon, ça paraît logique, parce que, faut que tu prouves quand même, quand t'es quelqu'un de bon dans un domaine, en règle générale, que t'es bon à la fois là où t'as grandi et ailleurs, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est ça, c'est ce problème-là. Et si tu regardes bien pour Bianca Belair, qu'on a commencé à voir à cette époque-là, fin 2010, dans les années 2010, qui a commencé par la première fois qu'elle était présentée à NXT, je m'en souviens encore, c'était malaisant. Le premier clip de Bianca Belair, c'est elle est génétiquement supérieure. Allez, je sors le gant de boxe déjà là, vas-y, continue. J'ai jamais entendu un truc aussi horrible. Vas-y, j'ai les gants de boxe, Magnus, vas-y, je suis prêt, vas-y, continue. Mais tu vois, Bianca, effectivement, c'était East Side versus West Side avec Sacha. Bianca qui a été mal booké clairement en son arrivée dans le main roster. Qui pour moi... En fait, c'est pas qu'elle n'a pas été mal bookée, là, elle n'a pas été bookée tout court, en fait. Alors tu me diras, comme pas mal de gens à l'époque de Vince. Mais t'as ça, t'as le fait que son personnage au départ, pour moi, avait une énorme faiblesse. Ouais, parce qu'en fait, sa natte qui permet de fouetter, dans n'importe quel combat, dans 90% des cas, c'est un inconvénient. Donc, pour avoir, entre guillemets, l'histoire... Pas forcément, hein. Pas forcément. Ça lui rajoute un truc en plus à Bianca Belair. Non, mais ça lui rajoute un truc en plus quand elle l'utilise, mais ce que je veux dire, c'est que dans un triple threat, c'est fini en fait. Dans un vrai combat de... je sais pas, t'as été gamin, on t'a déjà tiré par les cheveux quand tu te battais, et pourtant t'avais pas la queue de Bianca Belair. C'est ce que je veux dire. C'est que... Donc, bon, il y a ça, mais en fait, le truc, c'est que Bianca Belair, malgré tout, elle quitte petit à petit cette zone-là pour devenir la Sina fille. Et c'est très bien ainsi. Parce que c'est pas le... Enfin, c'est ça le problème, c'est que on fait cette vidéo là parce que on est dans le Black Story Month, et il faudra répéter la blague que j'ai dit dans le premier podcast si vous l'avez déjà vu. C'est effectivement, on a le mois le plus court, hein, parce que pas qu'on se déconne. mais ce que je veux dire, c'est que
pour pouvoir réussir et pour pouvoir être l'égal des autres, il faut être capable de comprendre quelle est sa situation au départ. Normalement, quand t'es là, c'est noir, mais comprendre que ça implique, mais aussi être capable à la fin de dépasser ce statut-là, tu vois. D'être capable d'aller tout simplement, d'aller au-delà. Et c'est ça que moi je trouve dommage avec Sasha Banks, c'est que du coup, elle est accrochée un maximum à cette identité-là, mais est-ce qu'elle n'est pas accrochée aussi parce que elle souffre, on en parlait tout à l'heure, pour The Rock, peut-être du problème du light skin, parce que pour un tas de noirs qui sont bien plus français, on peut dire ah mais c'est pas une vraie noire, tu vois, c'est une métisse, c'est une machin, donc peut-être qu'elle a ce besoin vis-à-vis de sa culture de quand même le répéter en même temps pour faire genre que les gens gardent conscience qu'on la traite pas de fraude quelque part, qui est pas un problème que pourrait avoir Bianca qui est légèrement plus foncée de peau ou même encore Athena / Amber Moon. Donc voilà, pour moi et c'est ça hein, quand je parle de Sasha Banks qui me non, elle a raison d'être allée au Japon, elle a raison d'avoir fait un fuck et de se barrer à WWE. Peut-être que je comprends pas par contre c'est Naomi, parce que enfin dire Naomi, tu es gentille, mais on sait clairement que tu ne vaux pas ce que vaut Sasha Banks. Tu es une travailleuse honnête, mais c'est clair que même si tu avais tous les droits de partir comme Sasha, bah oui, on va pas te récupérer quoi. Même si ton mec il pèse dans la compagnie. Mais voilà, donc pour moi c'est Sasha, c'est un des problèmes et c'est vraiment le coup du je garde legit. Et pour Lio Rush, c'est un peu la même, c'est-à-dire que Lio Rush, le gars il a besoin de prouver que ouais les gars, je suis un vrai, je suis un machin. Et il s'est cramé à la WWE, il s'est cramé un peu partout où il est allé quoi. C'est cette obligation de prouver que ouais je reste vrai, je reste. Bah écoutez, vous n'êtes pas des androïdes dématérialisés, donc vous êtes déjà tous vrais en fait. Vous ne concentrez pas là-dessus, vous allez avoir suffisamment de problèmes dans la vie pour faites juste ce qui vous plaît et donner le meilleur produit aux gens quoi. C'est juste ça, donc du coup oui, des filles comme Alicia Fox ont été complètement perdues. Des gars comme le mari de Machine là, qui faisait référence à Berkat pendant un moment. Qui s'y a un gros gâchis aussi, je comprends pas. Pareil, lui, c'était bien, mais ils l'ont quand même perdu quelque part les deux compagnies, je trouve. Surtout que ils ne savent pas le booker convenablement, quoi. Ils savent pas le booker. Pour moi, c'est qu'à la nouvelle WWE, il pouvait percer, mais bon, je suis fatigué, Magnus. Avançons. Voilà. Et en fait, ouais. En fait, on a vu, moi, ce que je retiendrai de 2010, c'est qu'on a vu bien plus, peut-être que jamais, d'athlètes noirs. Oui, plus de talents qui ont émergé. Et surtout, en tant que tu ne mentionnes pas la déesse Ember Moon, quand même. Ouh là là, le rêve. Ouh là là, Ember Moon. C'était vraiment un truc fantastique, surtout rien que la gimmick, quoi. La gimmick, vraiment, ça sublimait vraiment le reste. Et pour moi, c'était vraiment un gros raté de WWE également. Que ça soit à NXT ou en main roster. Pour moi, Ember Moon est un raté de WWE. Après, je trouve pas que la gimmick était si claire que ça, mais comment ça, c'était pas clair? C'était un truc inspiré, comment dire ça, des délires de comics, de science-fiction, un truc un truc de déesse en fait, en quelque sorte. Déesse mystique, tout ça. On lui a pas donné assez de marge de liberté là-dessus. Et après effectivement, c'est aussi blessé. Ouais. Déjà qu'elle n'est pas mis à la fin de la streak d'Asuka des NXT, c'était honteux. S'il prévoyait de la mettre championne. Ouais non mais c'est le truc c'est que pour Ember Moon, moi je pense que ce qui va lui faire défaut ça va être le physique rapidement. Et c'est le physique parce que même si la WWE lui a dit qu'elle était trop grosse à un moment, et pas sympa de leur part, elle l'est un peu vis-à-vis de ce qu'elle fait. C'est-à-dire qu'elle saute du haut d'un coin, tu vois. Et si tu sautes du haut d'un coin, avoir 10 kilos de plus, ça a une influence quoi. Si elle fait, elle doit faire 1m70. Elle fait 1m50. Elle fait combien, 1m65 1m50. Dans les 1m50, oui.
Ah oui, donc elle fait 1m50, elle fait, pour avoir l'air, enfin je sais pas, elle fait on va dire 1m60, on dirait 10 de trop, tu vois, admettons, pour le bien du calcul, hein, c'est pas vrai. Bah, en fait, à chaque fois que tu sautes, en fait, si tu faisais 10 de moins, euh, tous les 5 sauts, les 10 kilos que tu as économisés te donneraient un saut gratuit. Mhm. Alors, j'ai aucun sens, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu fais le saut, en fait, c'est des articulations qui le font. Oui, oui, Bien bien sûr, sûr. bien sûr qu'elle pourrait avoir ce physique-là en étant brawleuse, tu vois. Même en étant powerhouse. Bon, 1m50 powerhouse, c'est un peu compliqué quand même. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, bien sûr, tu peux avoir ce physique-là, sans critiquer ton physique, tu peux avoir ce physique-là dans un autre style. Dans celui-là, tu prouves que tu es capable de faire le saut. Je dis pas que tu ne fais pas le saut. Mais par contre, ce que je te dis, c'est que tous les sauts, tu vas mettre 10 kilos en plus sur tes articulations. Oui, Donc tu vas le oui, payer. c'est clair, oui. Donc tu vas le payer. Mhm. Oui, là, elle a l'air de s'être Ouais, ouais, remise. elle a su se remettre en question et se remettre en forme, et c'est plutôt cool. Donc, Même si son run à AEW est tout aussi honteux, je trouve, mais oui. mais Elle alors, semble c'est heureux. s'éclater davantage, donc bon. On va faire un épisode dessus, mais c'est peut-être pas ça. Mais ouais, donc du coup, ouais, on a eu la chance d'avoir plus d'athlètes, je trouve, sur cette Destiny-là, Hmm. d'athlètes. Certains qui ont réussi à changer leur gimmick, d'autres qui ont réussi à revenir, hein, comme Bobby Lashley, il lui a fallu du temps plus. D'autres comme MVP, parce que c'est fin 2010, il me semble, qui revient. C'est en Le Heart 2020. Business. Justement, on Pardon. peut parler maintenant Bah, de la suite je des vais juste personnages. évoquer. Voilà, mais si, mais c'est après 2020. On a Apollo Crews qui nous a fait un voyage en Afrique qui a servi à rien, je trouve. Non, mais après, au début, c'était bien, mais après, c'est carrément devenu une caricature. Sinon, en Voilà. soi, c'était vraiment bien amené, hein, je trouve quand Le même. Hurt Business était franchement bien. Voilà, le MVP. Hurt Business. Là, en fait, on revient aux sources, on apporte en fait une vibe en quelque sorte positive, en fait. Pour dire que les stéréotypes que vous avez vus avant, c'est pas qu'à ça que se résout les Noirs. Les Noirs, c'est aussi des gens qui sont fiers de leur culture, de leurs origines, et qui sont capables d'être des entrepreneurs qui réussissent dans la vie, à l'image de Apollo Crews et du Hurt Business. Et ça, c'est des parfaits exemples pour ça. Ah, c'est ça, c'est exactement ça. Et du coup, pour moi, effectivement, on a vu pas mal d'horreurs pendant Voilà. ces deux podcasts, tu vois. Là, on semble revenir, se diriger vers la bonne direction, même s'il y aura quand même quelques gimmicks, Mais voilà, stéréotypés, mais bon. Mais je Et- dois et on- t'avouer que, en regardant sous le prisme du catch, et puis même en voyant sur le prisme que, bon, au-delà de ça, Ouais, même au-delà du catch, ça commence vraiment bizarrement, voilà, je commence, à s'affirmer. Cette culture commence à s'affirmer, en fait, la culture je, noire, globalement. je commence à me dire que voilà, on a ça, et puis surtout, on n'a pas forcément le. Enfin, on a tous les angles de la culture. On commence à avoir une culture mature, tu vois. Voilà, c'est ça. Clairement. Alors, mais comment oses-tu? Écoute, c'est une culture de gens qui ont perdu leur culture, qui ont été wipe out. Hein, Voilà, c'est ça. du coup, C'est une triste qu'il te vérité, faille hein, 200 voilà. ans, qu'il te faille 200 ans pour construire une culture mature, c'est pas excessif. Hein. Hmm. Euh, c'est pas, faut pas le prendre mal. Mais non, du coup, je suis assez content. Je reste positivement surpris. Celui dont j'attends le plus, peut-être actuellement, c'est peut-être Booker T, mais pas dans son rôle de commentateur, mais avec sa promotion sur le côté, voir Hmm. ce qu'il peut faire. Ah oui, la Reality of Wrestling qui semble être vraiment une bonne affaire quand même, et c'est là que la plupart des talents, c'est là-bas que WWE récupère la plupart des talents d'ailleurs, comme Voilà. Roxanne Perez ou Solo Sikoa. Donc très franchement, bizarrement, après tout ce qu'on a pu dire et après les 80, 90, 2000. Et juste avant de conclure également, bon, c'est ça, enfin l'évolution de la culture noire également dans le catch se caractérise également par par comment dire ça, la naissance des certaines compagnies également, la démocratisation de compagnies centrées dans la culture afro-caribéenne, comme une compagnie que j'ai découverte récemment, la All Caribbean Wrestling, où il y a une certaine découverte du nom de Queen Aminata qui a son propre clan Oui, vraiment je le basé suis, Queen Aminata. sur en fait en quelque sorte la culture traditionnelle un peu qui prend un peu le côté Wakanda mais surtout le côté Amazon du Dahomey. Surtout tu parlais de Boogeyman mais il y a son héritière dedans justement du nom
Et comment ça s'appelle, comment il s'appelle? J'ai même plus le nom. Attends, je te trouve ça rapidement. Hop. Ah, si vous avez Twitter, oui, Queen Minata, je vous conseille vraiment de. En Ah plus, oui. elle fait, bah, elle a pas mal elle est pas mal bookée aux Caraïbes, mais également au Japon. Ah oui, surtout au Japon, oui. Et surtout que Ouais, donc, les catcheuses les catcheurs afro au Japon, ça devient de plus en plus fréquent aujourd'hui. Voilà, c'est Zula, le nom. C'est en fait, en quelque sorte, une seconde Boogeyman, mais dans une moindre mesure. et tu as, oui, et tu as, pour le catch féminin, tu as Et il y a aussi Trish Adora qui a une gimmick Black Panther et qui ressort de l'armée également, de l'armée américaine. Non, non, Je mais sais pas. c'est. Non, donc du coup, enfin oui, c'est vrai que je vous conseille de les suivre sur Twitter si vous pouvez. Mais c'est vrai que non, c'est bizarrement, tu vois. Je pensais pas. Pourtant, on est sorti de Covid, on est encore. On est sorti de On a période de quelques Covid, séquelles, voilà. on a une troisième guerre mondiale qui peut sauter sur le coin de la rue. Voilà. On a un contexte social qui a jamais été aussi tendu parce que les gens qui sont riches ont jamais été aussi riches des fois. Voilà, ça peut être la merde à tout moment, voilà. Mais malgré toutes ces merdes, malgré tous ces machins, et ben écoutez, que ce soit pour le catch ou que ce soit pour entre guillemets la culture noire au sens général, et ben je reste positivement optimiste. Et je pensais pas que je dirais ça il y a 2 ans de ça, tu vois. Mais bon. Du coup, Magnus, avant de clôturer le sujet, j'ai une dernière question pour toi. Est-ce que tu penses que dans les prochaines années, est-ce qu'il y aura des talents particuliers que tu verrais porter la compagnie WWE ou AEW, donc les compagnies mainstream, qui vont être en quelque sorte les visages de la compagnie ces prochaines années? Alors j'en vois donc du coup de couleur noire, bah, je pense Bianca Belair. Elle Effectivement, oui. part, j'ai aucun doute là-dessus. Et ensuite, bah, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué pour, je pense, pour les garçons, Hmm. Euh, pour la WWE et pour AEW, je ne pense pas du tout. Cargill, si Cargill ouais, Jade part Cargill. bien, elle part bien, mais en fait, ça va être comment est-ce qu'ils vont l'utiliser après. Elle Ouais, il veut absolument, s'agirait. elle veut absolument avoir une storyline. Elle a déjà dit qu'elle voulait avoir maintenant une storyline claire. Hmm. Donc du coup, elle va progresser. Donc Cargill, effectivement, et Bianca Belair en féminin. Mais je dois avouer qu'en masculin, des gars qui vont porter, je ne vois pas encore. C'est à voir comment est-ce que, En, par exemple... en masculin, je verrais. Bon, ça, c'est vraiment un avenir plus lointain, hein, mais c'est un talent de NXT et je dirais que, oui, je peux le confirmer, Carmelo Hayes en est capable. Oui, Il en est capable, je trouve. oui, voilà. Quand tu as commencé à dire de NXT, j'ai joué dans ma tête. Hmm. Oui, non, Surtout que Carmelo Hayes, depuis NXT, il connaît quand même un parcours à la John Cena, quoi, surtout. Parce que le mec, il débute en tant que catcheur random basique. Ensuite, il a, comment dire ça, il a gimmick un peu prétentieux, street boy, ce que tu veux, avec un random qui l'accompagne. Bon, quoique, random, je devrais plus le dire. Depuis que j'ai vu le dernier PPV NXT, Trick Williams, je m'excuse, t'es grand, très grand, hein. Et je reste confiant, bon, sur le fait qu'il peut devenir un des top face de la compagnie dans les prochaines années. Peut-être pas le visage de la compagnie, mais vraiment un des gros noms parmi les faces non, de la ouais, WWE. non. Et je sais que en interne, je vanne souvent Triple H, mais sous Triple H, je suis confiant là-dessus. J'ai clairement confiance en lui pour bien construire Carmelo Hayes pour qu'il atteigne ce statut. Ouais, non, c'est Carmelo, mais effectivement. C'est pas que je me dis que c'est sûr, baby, je suis con. Que je te vois en mode SmackDown, Raw. Non, c'est vrai. Après, ouais, bah, comme je t'ai dit, pour AEW, ouais, il y aura Cargill, c'est certain, mais Là, il faut juste que la division féminine soit plus stable. Donc, voilà. ouais, c'est ça. Faut qu'il commence à stabiliser un peu ça. Mais oui, oui, pour ça, c'est ce que je verrai je verrai moi aussi, ouais, dans le futur. Ça m'a Hmm. l'air d'être bien pour ces gens-là. Oui, bien sûr. Bon, ben, on croise les doigts, du coup. Oui. On en a un max. Voilà. Vraiment, on est parti de loin, on est parti de loin dans la culture populaire,
même dans la culture tout court en fait, sur un tout, où on commence à être reconnu, où on est de moins en moins stéréotypé et où les travaux de nos parents ont pu payer globalement et que nous, la relève, nous allons continuer sur cette voie pour un peu pour éduquer également la génération future, pour voir par où on est passé. Et je suis très fier de vivre cette époque et cette époque HS également. Et je suis très heureux d'avoir fait ce podcast avec toi et très heureux également de vous partager en bonne compagnie un peu de cette culture, de ces différentes périodes de l'histoire, ainsi que nos ressentis globaux sur le sujet. Donc c'est ainsi que nous allons clôturer une bonne fois pour toutes le sujet de l'évolution des Noirs dans le catch. Et je souhaite pour cette fin de Black History Month, donc dont je vous souhaite une bonne fin. Et du coup, je vous invite à, comme dans la première partie, rajouter des compléments d'information. Également, si nous avons manqué, s'il y a des trucs qu'on a loupé, parce que bon, à un moment, on ne pouvait pas tout mettre, non plus. Et je vous invite également à aimer et partager la vidéo pour que chaque personne également ait se fasse un avis là-dessus et également ces informations qui sont importantes à avoir quand même. Et sur ce, je vous retrouve seul ou avec d'autres personnes pour une prochaine vidéo qui sortira un jour. À bon attendeur, salut!